On repart avec donc Industrie verte et je vous le disais, Luc, peut-être tu inspires Bercy. Parce que Luc nous a dit, je ne sais pas, il y a combien de temps que tu nous as dit ça, Luc, plusieurs mois. Écoutez, à un moment, il faut faire un bras d'honneur à l'OMC, ça suffit, l'ensemble de ces règles. Boum! Que dit Bruno Le Maire? Dans la théorie des jeux, le dernier qui respecte les règles est celui qui perd. On vit un Yalta de l'industrie verte. La bataille est mondiale pour récupérer sur son sol les investissements qui vont définir le partage de la puissance industrielle du XXIe siècle. Tu aurais pu signer ça, André. On est d'accord. Complètement. J'aurais pu le signer, mais j'aurais bien aimé ensuite le mettre en œuvre. Parce qu'à nouveau, mais pour ça, il faut du pognon et on ne l'a pas. Et on ne l'a pas. Alors, si on a une chose qu'on n'utilise pas, la commande publique. Exactement. Oui, mais alors pour ça, il faut faire un bras d'honneur à l'OMC. On revient sur la phrase théorie des jeux, c'est les derniers qui respectent les règles qui l'OMC, enfin, ça n'existe plus. Ouais, on est d'accord. Donc, on ferait un bras d'honneur à personne. Première chose, mettre en œuvre. Deuxième chose. Est-ce que tes amis allemands, ils sont d'accord avec ça, préférence nationale ou préférence européenne? On parlait de courage. Quand on entend effectivement encore des ministres à Paris qui disent tout va bien sur le franco-allemand, etc. Ben non, il faut avoir le courage de dire non. Il y en a plus beaucoup qui le disent. Il n'y a rien qui se passe bien. Oui. Deuxième chose, il y a des grandes parties de la société allemande qui est extrêmement diverse, extrêmement multiple. Il y a une coalition avec 3 partis qui ne s'entendent quasiment sur rien. Alors ils arrivent à trouver des consensus, ce qui est assez miraculeux. Donc il y a plein de parties de la population allemande avec qui il faut travailler. Mais il ne faut pas juste travailler avec le chancelier, il faut travailler avec les Länder. Ouais, donc il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut. L'Europe, c'est l'Europe des projets, c'est pas l'Europe. Et je pense que ça aussi, c'est un sujet par rapport à la population française et à ce sondage qui a été fait. C'est que si l'Europe reste une espèce de rêve. Mais d'ailleurs, il parle pas d'Europe là, Bruno Le Maire. On sait bien. C'est ce qui me plaît pas mal d'ailleurs. À un moment, faut y aller, quoi. Ouais. Il faut aussi avoir le courage. Là, je mets le pied dans le plat. C'est est-ce qu'il y a la moindre entreprise qui vient en France aujourd'hui installer ses centres de recherche pour juste une question de subvention? Si c'est le cas, ce n'est pas un bon candidat. Les gens viennent ici aujourd'hui pour les talents qu'il y a. Donc il faut aussi avoir le courage de remettre à plat le crédit impôt recherche, qui aujourd'hui nous siphonne la totalité des moyens. 7 milliards. Ouais. Oui, et qui va essentiellement... Enfin, attendez, franchement, une société qui fait du software ou une SS2I qui fait payer ses développeurs avec du crédit impôt recherche, mais c'est une plaisanterie. Alors j'ai le chiffre pour toi. Attends, j'ai le chiffre quand même parce que je l'avais mis de côté. 26 grands groupes reçoivent à eux seuls 2 milliards sur les 7 milliards. C'est vrai qu'il y a un bug là. Et le bug, il est de ce que ce crédit n'est pas plafonné. Et ça, visiblement, pour l'ensemble de ceux qui travaillent sur la recherche, enfin, vous le savez mieux que moi, c'est une aberration en fait. Il faut évidemment plafonner ce truc. Tu donnes 20 millions à beaucoup plus de monde et tu accélères en fait la possibilité, ou tu multiplies la possibilité d'avoir des innovations de rupture. Ouais. Et on revient sur un sujet d'évaluation, c'est-à-dire que, alors il faut surtout pas rentrer dans des trucs très compliqués, et ça c'est... Non, juste tu plafonnes. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui est évalué en fait de ce qui sort. Mais ce qui est sûr, c'est que les révolutions, les changements profonds et très rapides ne peuvent arriver qu'avec un soutien massif. Subventions, crédit d'impôt. Il faut, quand tu veux changer radicalement, il faut donner l'opportunité aux gens de prendre le risque. Et ce risque-là, comme tu dis, il vient un soutien massif. Après, quand on revient sur l'industrie verte et l'Europe, je pense qu'on souffre beaucoup de nos divergences. On l'a vu sur le débat sur l'hydrogène vert. Les Allemands, ils veulent faire marcher leur parc offshore éolien du Nord qui ne peut pas du tout déployer son énergie dans le Sud. Donc, la seule manière de bien l'utiliser, c'est de pouvoir produire de l'hydrogène vert et donc finalement d'essayer d'interdire que les Français puissent utiliser le nucléaire pour produire de l'hydrogène vert. Donc, tu vois que entre l'Allemagne, le front franco-allemand, il est compliqué, sur l'industrie verte. C'est juste un mot. Et ça, c'est l'exemple qui est hyper frappant, très récent. Pendant que tu parles, Sybille, si on peut mettre le petit graphe alors, qui vient de Twitter, je remercie Denis Ferrand d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on réalise, alors là aussi, je vous mets l'image, elle est parlante, mais en fait, on réalise au départ, donc on parlait de 400 milliards de dollars de subventions pour l'IRA. En fait, c'est du crédit d'impôt, c'est exponentiel. Et les études qui sortent là, donc, on va dépasser les 1000 milliards, quoi. Et ils s'en foutent complètement, en fait, en plus. Hein. Ils ont le dollar, ils ont les porte-avions. Allez-y, hop. Mais c'est la bonne dépense publique et la bonne dette, si tu investis. Si tu l'as fait pour les dépenses de fonctionnement, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Je te le confirme. En revanche, là-dessus, il faut avoir les moyens quand de on le dit faire. on veut faire une révolution, je trouve que c'est plutôt positif.
Très Et spectaculaire. il faudrait que les Européens puissent le faire, mais Je vais ils essayer souffrent de leur quelque chose- divergence. Je vais essayer de Donc, faire quelque chose de compliqué. Je vais essayer de défendre les Allemands. Je rappelle quand même que c'est les Allemands qui, depuis 15 ans, ont réussi à éviter que nos dépenses publiques partent complètement à la dérive. Ouais. Et donc, on peut pas choisir on peut pas avoir l'Allemagne à la carte, quoi. Non, Donc, mais franchement, à mais quoi la il joue- rigueur ne à veut pas quoi dire il que joue tu avec le choisis nucléaire, ta bataille. quoi. Bon, Qu'est-ce que c'est que deuxième cette chose, histoire et c'est mon deuxième sujet, la semaine dernière, lundi et mardi, j'étais au ce qu'ils appellent le Forschungsgipfel, c'est le grand sommet où se réunissent les patrons des grands centres de recherche et avec le chancelier, etc. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y avait un panel entier qui a appelé à relancer le nucléaire. Donc on a un enjeu, aujourd'hui, c'est les Verts, de manière très ciblée, certains Verts, même un gars comme Robert Habeck, qui est le vice-chancelier, est beaucoup plus pragmatique. Mais vous avez certains Verts qui sont extrêmement idéologiques, donc là, il faut trouver des coalitions. Robert Habeck, c'est le patron des Verts aujourd'hui, c'est le oui, vice-chancelier. mais c'est pas vraiment celui qui C'est a le vent Yannick en poupe. Jadot. C'est pas vraiment celui qui a le vent en poupe, donc sa base est plutôt anti, et surtout, ils font très peu de travail pour montrer qu'aujourd'hui, l'Allemagne est en train de devenir dépendante du gaz de schiste américain, de la lignite polonaise et allemande, et du gaz qatari. Il y a plus grave que ça. Tiens, ce qui me permet de faire un peu de pub pour la newsletter que lance Bismart, et c'est la thématique de mon édito justement cette semaine, c'est aujourd'hui, tiens, par exemple, projet à plus d'1 milliard d'euros fondamental pour décarboner l'ensemble de chaînes de production d'Arcelor à Dunkerque. Et ça se fait grâce à de l'hydrogène. Bon. Le coût de cette opération dépend évidemment du coût de financement. Cédric, tu le sais par cœur. Hein, à quel prix est-ce qu'on va me donner de l'argent pour faire ça ? Ce coût de financement aujourd'hui est un immense point d'interrogation parce qu'évidemment, c'est le nucléaire qui va générer cet hydrogène. On est à Dunkerque, enfin, il y a Gravelines juste à côté. On ne sait pas comment l'Europe va traiter. Et donc, on est le pied sur le frein. L'arme au pied, pardon, pas le pied sur le frein, l'arme au pied. Oui, on retarde les investissements avec un mais risque oui, qu'il y ait une opportunité mais évidemment. de se déporter. Tout ça va partir ailleurs, mais évidemment. Bien sûr. Mais là, il faut beaucoup de pragmatisme. Je pense qu'il y a beaucoup d'idéologie en Allemagne. Il y a un peu d'idéologie aussi en France. Hein. C'est-à-dire que quand on est en Allemagne, c'est pour ça que j'essaye. Je sais que j'ai un discours pas facile à tenir, mais quand on est en Allemagne, on a l'impression que le nucléaire, tout va bien. Je veux dire, soyons honnêtes aussi. Aujourd'hui, non, le nucléaire chez nous, tout va mal. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui assez de centrales pour notre propre consommation. Donc on en a certainement pas pour de l'hydrogène. On a construit des centrales en série dont on se rend compte qu'en série, elles souffrent de problèmes qui sont en train de s'accumuler. Donc, on n'a pas le courage de remettre en cause également et d'expliquer à la population, est-ce qu'on n'est peut-être pas allé trop loin dans les normes de sécurité et ça, c'est un vrai sujet. Il faut avoir le courage de l'aborder. Ben, bien sûr. Alors, moi, je ne suis pas aussi extrême que certains gourous qui commencent à vous dire que manger un bounty est moins risqué que d'être à côté d'une centrale nucléaire, mais vous avez des discours comme ça qui, pour moi, sont totalement contre-productifs. Mais expliquer aujourd'hui qu'il y a combien de personnes qui, à Paris, meurent prématurément à cause de la pollution aérienne, c'est un truc vachement important, ce que tu dis là. Tu ne peux pas. En fait, c'est là où on revient sur le rôle du politique. Luc, tu connais les gens d'EDF, je les connais aussi bien. J'ai jamais entendu, en fait, même s'ils pouvaient le penser, j'ai jamais entendu des gars d'EDF dire il faudrait dire qu'on a été trop loin dans la régulation. Pourquoi ? Parce que tu as besoin, alors pour le coup là, d'un pacte national absolu qui est en train d'ailleurs de se reconstituer autour de cette énergie nucléaire. Tu sais quand même, il faut le dire, que tu as à l'intérieur de cette enceinte de confinement une puissance qui est capable d'emporter une partie de l'humanité. Bien sûr. Tu ne peux pas laisser entendre d'une manière ou d'une autre que tu vas faire un compromis sur la sécurité pour gagner 6 mois, 1 an de construction. C'est pas possible. Non, je pense que ce qu'André souligne, c'est la bureaucratie qui s'est installée autour de tout ça. Il y a du mauvais cholestérol à tous les étages, entre les administrations, les entités de contrôle, les entités de gouvernance, etc. Enfin, c'est devenu un millefeuille infernal. D'où la fusion ASN-IRSN, une chaîne de commandement et de retour et de validation des choses qui rend les projets impossibles à avancer. Donc je pense que c'est plutôt l'aspect bureaucratique qui est en jeu, plutôt que la sécurité. Personne peut être favorable à ignorer la capacité de maîtriser ces phénomènes. Après, moi, ce que je vois, c'est que quand même les Allemands sont des ultra pragmatiques. Quand ils vont en Chine,
ils nous emmènent pas avec eux. Ils parlent des intérêts allemands. Quand nous on va en Chine, on emmène les Allemands avec nous. Ça fait quand même 3 générations. On emmène von der Leyen. Ça fait quand même 3 générations, ou en tout cas comme une on essaye de européenne. les emmener. Quand ça fait 3 générations de présidents français qu'on essaye de donner des gages dans ce pacte franco-allemand et que ça ne fonctionne pas, pour cette raison précise qui est que les Allemands sont d'abord intéressés par leurs intérêts et qu'on a fini par le comprendre aujourd'hui, et que de la même manière, il faut que les Français, à un moment donné, s'intéressent aux intérêts des Français. Et je suis d'accord avec André, tissent les bonnes coalitions de manière tout à fait pragmatique, voire opportuniste. Tantôt ce sera avec les Italiens, tantôt ce sera avec les Espagnols, tantôt ce sera avec les Allemands, sujet par sujet. Il va falloir avancer comme ça, et puis redonner des rôles modèles et des grands projets en France. Le projet de la filière nucléaire est un magnifique projet. Il y a le projet de l'hydrogène, il y a probablement le projet de l'intelligence artificielle, de géants IT. Il va falloir se redoter de ça et expliquer aux jeunes étudiants qui sont en terminale que oui, les maths, ça sert à quelque chose, oui, l'économie, ça sert à quelque chose, et que ça vaut le coup de s'engager dans ces filières. Non, mais là où j'ai envie de rebondir, c'est quand même que on souffre du timing. Les problèmes de sécurité sont concomitants à l'Ukraine, sinon on en aurait beaucoup moins parlé. Et que il ne faut pas remettre, comme tu disais, le sujet de la sécurité sur la table, parce que c'est ça qui fédère aujourd'hui le fait d'accélérer le nucléaire, c'est qu'on soit confiant dans la sécurité. En revanche, l'échec qui est derrière, ce n'est pas forcément le processus de sécurité, c'est comme on a arrêté d'investir, on est à court de la nouvelle génération. On est en retard, on a un décalage de phase. Et par rapport aux Allemands, je préfère 100 fois être en France qu'en Allemagne, parce que l'Allemagne, ils ont été très bons, parce qu'ils ont été les premiers à faire de l'éolienne offshore, ils ont été beaucoup plus rapides dans les procédures et autres, on a été plus lents, mais nous on a les deux. Et T'as pas été à l'hôpital récemment, Cédric, dis-moi. Si. Non, mais attends, il faut quand même dire que là-dessus, nous, on n'est pas dogmatique comme les Allemands sur le nucléaire. On a manqué la phase d'investissement cruciale il y a plusieurs années pour essayer de préparer la génération d'après. Mais on a l'éolienne offshore qui en retard par rapport aux Allemands, et on a le nucléaire, et on est capable de produire de l'hydrogène vert avec les deux, ce que les Allemands ne sont pas capables de faire, donc nous bloquent sur le nucléaire. Pour l'instant, ton hydrogène, il n'est pas vert avec du nucléaire. Il est à 96% gris, donc il ne contribue pas du tout à la lutte contre non, mais ça, c'est pour l'instant, il ne sera pas considéré comme... Oui, mais ça, c'est purement textuel. Ah, mais c'est purement textuel, mais enfin, c'est ça que les Allemands se battent. C'est ça qui fera que ton taux d'intérêt pour aller chercher le pognon, il sera à 7 ou à 2 quand même. Mais les Allemands se battent. Tu vois bien que toutes leurs industries sont plutôt dans le sud. Les champs d'éoliennes offshore sont dans le nord. Donc tu peux difficilement aller transporter cette énergie. Donc qu'est-ce que tu fais de tes éoliennes pour les utiliser à pleine capacité et les utiliser également le jour et la nuit? Donc produire de l'hydrogène vert. Donc fais en sorte de tirer une balle dans le pied des Français pour dire ça c'est pas qualifiable d'hydrogène vert, donc c'est chez moi qu'il faut le produire et tout. Une grande erreur en France. Attends, mais juste je veux corriger ce que dit Cédric, parce qu'il a raison sur le papier, mais en fait c'est même pas le sujet, Cédric, c'est encore plus grave que ça. Ils vont l'importer leur hydrogène, les Allemands. Aujourd'hui le projet c'est massivement de l'importer, parce que on n'en est pas encore. Si tu veux, aux hydrolyseurs. Oui, ça va se faire si tu veux petit à petit. Mais je crois le point de l'éolienne était pour produire l'énergie qui va produire l'hydrogène. Mais je suis bien d'accord, mais ils en sont même pas là. Aujourd'hui, la seule chose dont parlent les dirigeants allemands, ça a été le début de ce sommet sur la recherche, c'était un ministre qui nous expliquait qu'on avait réussi à faire 4 terminaux LNG en 8 mois. Ouais. Et ça ne s'était jamais vu. Mais ce qui était extraordinaire. Et ce qui est assez extraordinaire. Mais à nouveau, c'est du LNG, donc c'est pas du tout décarboné. Ouais, donc on va augmenter notre dépendance. Donc les Allemands passent d'une dépendance russe à une dépendance américaine qui est probablement un peu meilleure, et qatari qui, celle-là, je pense, est beaucoup plus inquiétante. Je pense en fait, ce que tu dis, Cédric, est exact, mais il y a une chose qui relie tout ça, c'est le côté anticipation. On ne peut pas juste dire « Ah, c'est arrivé au mauvais moment ». Je veux dire, une crise, elle aurait pu arriver à tout moment. Le défaut d'anticipation aujourd'hui de nos démocraties, il est flagrant. Ce qui veut dire aussi un défaut de compréhension des grands mécanismes. Et deuxième chose, l'autre grand défaut, pardonnez-moi, mais c'est le côté émotionnel. Ça me rappelle, nous sommes le premier pays à avoir reconnu la Chine, donc la Chine et la France ont une relation privilégiée. Mais ça, on entend un ancien Premier ministre dire ça, mais c'est totalement faux. Mais par contre, les Chinois, ayant bien compris que ça nous fait plaisir, jouent là-dessus.
mais on est d'une naïveté absolue. La même chose avec les Allemands. Le danger quand on est dans l'émotionnel, et là, pardon aussi, toi aussi, Luc, tu disais, on leur a donné des gages. Mais il ne s'agit pas de donner des gages, il s'agit d'avoir des projets où nos intérêts sont respectés. Et là où je redeviens européen, c'est que je pense qu'on n'a aucune chance si on fait nos projets en franco-italien ou en franco-allemand, et si on n'a pas cette masse critique. Mais c'est perdu. Bon. C'est là où le projet européen a un sens, mais pragmatique, et pas cette espèce d'idéologie européenne. Moi, je suis le premier engagé à ce que la Commission européenne change radicalement sa manière de faire. On m'accuse d'être anti-européen. Pas du tout. Dis donc, elle y a été fort quand même, Van der Leyen. Tiens, on peut dire un mot de Macron en Chine, juste un mot, mais elle dit les choses, quoi. Ça m'a surpris. Oui. L'objectif du PC chinois est un changement de l'ordre international sorti de la Deuxième Guerre mondiale pour mettre la Chine au centre. Je rappelle que tu y as travaillé de nombreuses années, André, autour de la Chine. Boum, voilà, quoi, les choses sont Luc a raison, quelle surprise. Oui, mais attendez. Oui, mais il faut le dire. Attends, t'entends beaucoup de dirigeants le dire avec cette clarté. Donc le verre à moitié plein, c'est enfin elle le dit. Voilà. Deux, le verre à moitié vide, c'est aujourd'hui, on ne met pas du tout en ordre de marche aujourd'hui notre plan vert, qui est l'autre grand projet de la présidente. C'est entièrement un plan qui va nous rendre beaucoup plus dépendants à la Chine. Ouais. Avec les batteries, avec les voitures électriques. Absolument. Et on ne fait rien pour éviter cette dépendance. Et je pense que la dépendance à la Chine est bien pire que la dépendance à la Russie. Donc, accrochez-vous et mettez vos ceintures. Bon, ben voilà, on aura fait court sur. Tu as un mot à dire sur Macron en Chine, Cédric ? Il y a 3 enjeux. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. 3 enjeux, dis donc, t'as réfléchi au truc, là. Oui, tu nous as demandé. Mais je dis, premièrement, tu as le contexte ukrainien qui fait de dire il faut essayer de faire en sorte que ce qu'a essayé Macron était bien, même si ça n'a pas marché. Mais la diplomatie, c'est ça, si tu ne veux pas rentrer dans la guerre. Et essayer de faire en sorte que la Chine reste à sa place ou soit le plus discrète possible dans son soutien à la Russie, c'est déjà le premier enjeu. Non, mais tu crois qu'il a la moindre influence? Non, mais il faut qu'il le fasse quand même. Même si à la fin, il s'assoit dessus, son rôle, c'est en tant que président de la France de dire essayez quand même de limiter votre soutien à la Russie ou de le faire le plus discrètement possible. Et on a une petite une de journal d'ailleurs pour illustrer ça. Vas-y. Le deuxième enjeu, c'est d'essayer de placer l'Europe entre l'US et la Chine, entre les États-Unis et la Chine. Donc ça, c'est déjà le deuxième enjeu. Et le troisième, je rebondis sur Luc ou André qui disait tout à l'heure. Moi, je me souviens que Olaf est parti tout seul en Chine, défendre ses propres intérêts. Et je suis très content que Macron aille défendre les intérêts de la France et de l'Europe plus généralement, parce qu'il n'est pas parti tout seul. Mais le fait est, c'est que les Allemands ont fait ça dans leur coin il y a quelques mois. Parce qu'ils en ont beaucoup plus. Mais si on a vu... donc il faut aller mais moi je veux bien. Enfin là, je vais faire comme André. Je vais le défendre, Olaf. Alors Olaf Scholz, pour ceux qui n'ont pas. Mais si tu avais le même enjeu de commerce extérieur, t'es peinard. Toi, t'as pas d'enjeu de commerce extérieur. Si tu veux. Les Chinois t'achètent rien, donc t'es tranquille. Lui, il a un massif enjeu de commerce extérieur. Les Allemands font de plus en plus les choses dans leur coin. Et donc le problème, c'est que quand on se compare par rapport aux États-Unis, je te disais, ils y vont très rapidement et massivement dans leur soutien au changement. Le problème, comme l'Europe souffre de ces divergences et chacun joue dans son coin, l'Allemagne, c'est quand même le leader et celui qui joue le plus dans son coin. C'est pour ça que, pour en revenir à Bruno Le Maire, j'ai bien aimé j'ai cru sentir, il ne pouvait pas le dire, mais j'ai cru sentir un retour d'une forme d'optique nationale, comme vous le disiez, pragmatique. Et puis on verra bien avec qui on travaille. Cédric, Paris face aux startups. Non, ça m'intéresse, ça. Tu voulais rebondir sur l'affaire des trottinettes. Et effectivement, ça m'a fait réfléchir. Uber, donc 2008, si je ne dis pas de bêtises. L'idée germe en attendant un taxi sous la pluie. Travis Kalanick va au sommet du web. C'est le web. Comment s'appelait Loïc? Le web 2. Loïc Lemer, voilà. Et il trouve pas de taxi et il fait... C'est la légende. Ouais. Voilà. Mais enfin, quand même, c'est la première ville où ils se sont vraiment lancés, voilà, avec pertes et fracas. C'est vrai qu'il y a les dark stores et on a l'impression, là aussi, que Paris a un peu servi de démonstrateur avec pertes et fracas pour les Gorillaz et autres. Voilà, le quick commerce. Il y a tout Airbnb, alors elle est mondiale l'offensive d'Airbnb, mais c'est vrai que là aussi Paris a servi de démonstrateur et on est arrivé à une régulation. Il y a maintenant les trottinettes. Tu vois le truc comment, toi? Moi, je trouve ça hyper bien. Par rapport à ce qu'on disait au tout début, on disait les Français ont peur du changement, des réformes et tout. Paris, ça reste quand même la ville
où toutes les startups internationales veulent l'utiliser comme laboratoire. Donc, ce qui veut dire que les Français sont friands d'innovation, de changement. C'est assez paradoxal. On parlait au début, on a peur de tout, on veut rester chez nous, on veut plus faire. Donc ça, je trouve que c'est assez, les Français ou les assez touristes positif. Ou les Parisiens, peu importe. Non, ou les touristes. Première destination touristique du monde. Hein. Mais tu vois que beaucoup de grosses startups internationales qui ont été massivement financées, une de leurs villes majeures, c'est Paris. Et les trottinettes, c'était ça. C'est-à-dire que là, il en reste 3 par rapport à 12 au début. Mais c'est dans leur ville, voire la première ville au monde en termes d'utilisation. Donc, l'impact va être massif pour ces gens-là qui... outre le business model un peu... ils ont joué, ils ont perdu, c'est la vie. Non, mais pas très clair. Ceux qui vont financer et les investisseurs, si tu perds en plus une de tes villes leaders, leur modèle économique, déjà, il n'était pas hyper robuste, ça va être compliqué. Donc ça c'est ce qui est un peu, je trouve, positif sur Paris. Après, bon, c'est une aberration démocratique. Tu tires une conclusion de moins de 8% des gens inscrits qui ont voté. Moi, je suis allé voter. Je peux te dire que la moyenne d'âge, ça devait être 80 ans. Et alors, les jeunes ont qu'à se bouger. C'est quoi cette histoire là ? Je suis d'accord. Mais c'est n'oublie pas que les trottinettes sont accessibles à partir de 14 ans. Les 14-18 ans n'ont pas pu voter. Donc, je veux bien, mais ceux qui sont aussi concernés ne pouvaient pas voter. Une partie. Mais les trottinettes étant d'usage à partir de 14. C'est que leurs parents aillent voter, j'en sais rien. Non, mais je trouve sidérant de parler d'aberration démocratique quand tu votes. Non, mais tu as exclu une partie des utilisateurs. Le vote électronique, ça aurait été une opportunité extraordinaire de tester je pense ça. qu'ils ont eu peur d'avoir une faille, d'une faille de sécurité. Le fait de devoir... regardez qui se déplace aujourd'hui dans un bureau de vote. Auraient utilisé Paris comme un exactement. Là, t'aurais été vrai pour la démocratie. À ciel ouvert. Mais non. Aucun des 3, mais c'est une trottinette russe qui gagne. Les gars, attention, du calme, parce que Fox News va quand même se prendre plus d'1 milliard d'amendes pour avoir mis en doute la fiabilité du vote électronique. Hein. C'est ça le procès qui se déroule en ce moment aux États-Unis. Hein. 1,6 milliard d'amendes. T'as pas suivi ça ? Non. En fait, je le dis très très rapidement, mais allez lire ça, c'est quand même très intéressant. En fait, quand Trump a dit on m'a volé l'élection, Fox News s'est fait vraiment porte-parole de Trump, jusqu'à y compris faire des sujets, des reportages, etc., pour dire que l'entreprise qui organise le vote électronique était absolument pas fiable, qu'elle avait été hackée, que c'était les techniques utilisées par Maduro qui avaient été utilisées pour infecter l'ensemble des machines à voter. Résultat des courses, l'entreprise en question porte plainte et le procès tourne très très mal pour Fox News. Murdoch lui-même est venu témoigner en disant « Ouais, en fait, je regardais la télé, je comprenais pas ce qu'il disait, c'était n'importe quoi, c'était complètement idiot de remettre ça en cause. » T'as des mails internes à l'entreprise qui disent « Bon, on est obligé de dire ça, mais en fait, on pense le contraire. » Enfin, c'est entre 1,6 milliard d'amendes. Aïe, aïe, aïe. Ouais, très intéressant. Pardon pour cette parenthèse. Mais tu vois, c'est intéressant parce que je trouve que la maire de Paris sombre lentement et inexorablement. Ça veut dire que si tu veux... Elle perd il y a 1 an les élections présidentielles, lamentablement. Les travaux qui n'en finissent pas, les grèves des poubelles, les grandes enseignes qui partent du centre-ville. Et puis, tu as ce sabordage des transitions sur la mobilité douce, tu vois, voilà, avec les trottinettes, la fin des trottinettes. Je trouve qu'elle creuse sa tombe au fur et à mesure. Et donc, tous les prétendants se manifestent parce qu'ils se disent, bon, là, il y a un boulevard. Mais ça démontre une seule chose, c'est que la France meurt de cette folie de l'interdiction permanente. C'est au lieu d'innover et de se dire, tiens, en fait, il faut prendre un nouvel usage, un nouveau produit, et probablement réguler et trouver les bonnes règles, le cadre qu'il faut. Non, la réponse est toujours l'interdiction, les jets privés, le nucléaire, les trottinettes, tout est bon à interdiction, et je trouve que la France meurt de ça. Luc ? Oui, sur cette histoire des trottinettes, moi, ce que je trouve le plus... on peut élargir un peu le sujet, quoi, quand même. Hein. Ce que je trouve le plus dramatique, c'est que ceux qui en ont le plus besoin, c'est pas ceux qui peuvent se payer un taxi, venir en voiture ou avec d'autres moyens de locomotion. C'est des gens modestes qui utilisent ces trottinettes pour aller au travail, pour aller... Luc, oui, toute la journée sur les pistes cyclables parisiennes, je vois pas beaucoup de gens... Le Vélib, oui, mais je vois beaucoup de touristes, je vois beaucoup de jeunes, effectivement. Il y a beaucoup d'étudiants. Qui s'éclatent.
d'étudiants, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la capacité de s'acheter des moyens de locomotion, qui utilisent les trottinettes ou les Vélib pour aller au travail. Ou pour aller si tu n'as pas les moyens, tu prends le métro. Très honnête. Alors ça, je vais rebondir là-dessus. Moi, je suis un utilisateur assez important. Il y a un des 3 acteurs. J'achète un pass de 30 à 60 trajets pour 30 € par mois, ce qui me revient à 50 centimes ou 1 € la demi-heure. Honnêtement, c'est moins cher qu'un ticket de métro. Donc bon, après, on peut en parler. C'est sûr que si tu l'utilises à l'unité, ça va te coûter 5 €. Non, c'est pas moins cher qu'un ticket de métro si tu as une carte Orange sur laquelle ton entreprise abonde 50%. Du fait de la taxe de transport. Après, oui, tu peux, si tu es salarié et que tu as 50%. Non, mais après, sur 90 €, non, mais tu as quand même 45 € à ta charge sur 90 €. Moi, je te dis, tu achètes un pass de 30 €, tu as 30 à 60 trajets. L'argument, bon, du coup, il est discutable. Bon, d'accord. Mais non, c'est du vécu. Honnêtement, c'est un gâchis énorme. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une bonne réglementation, c'était garé n'importe où quand il y avait 12 acteurs. Ils ont mis à un moment des parkings géolocalisés. C'est vrai. C'est quasi exceptionnel quand tu as une trottinette qui n'est pas dans ce parc-là. Donc c'est plus possible puisque c'est géolocalisé. Oui, c'est ça. Et donc finalement, en posant les bonnes barrières, tu arrives à faire quelque chose. Mais moi, je vois deux quand même constats positifs. Un, c'est que ça va être beaucoup plus difficile pour justement la maire de Paris d'imposer des choses sans un scrutin. Donc peut-être que ce mode de votation à la Suisse va devenir beaucoup plus courant, parce que je pense qu'une fois qu'on y prend goût... Donc ça, c'est quand même une chose plutôt positive pour la démocratie directe sur des choses qui ne concernent pas la nation. Et la deuxième chose, c'est quand même une leçon pour quand tu expérimentes à Paris, autant mettre tout de suite un certain cadre. C'est quand même à cause des accidents du côté complètement anarchique au début, qu'on a dû ensuite mettre des parkings. Oui, mais ça, André, ça c'est l'histoire de l'innovation, c'est la croissance pirate. C'est Xavier Niel qui m'avait expliqué ça. La croissance pirate, c'est obligatoire. Il va falloir de plus en plus l'intégrer. Quand on est dans l'espace public, tu peux pas penser aux barrières tant que tu n'as pas vu l'obstacle. Tu vois, il y a un moment où d'abord il faut tomber, puis après tu trouves la solution. C'est compliqué. Je ne connais pas l'histoire, mais je pense que c'est quand même plutôt suite aux fortes pressions des pouvoirs publics qu'il y a eu ces parkings. Les arguments sont mauvais, les 2 morts et tout. Combien il y a de vélos qui sont renversés par des voitures ou des taxis. La différence avec la Suisse, c'est que dans les votations suisses, une majorité de Suisses se déplacent et lorsqu'ils votent, ils refusent une semaine de congés payés supplémentaires parce qu'ils se disent c'est mauvais pour nos finances. T'imagines le truc ? C'est vrai ça ? Là, on est dans absolument le pas un joke. C'est tout à fait vrai. Bon, moi, une de mes associées est suisse, donc je connais bien ça, et elle me raconte des différences culturelles frappantes, quoi. Enfin, donc les votations, oui. Et il faut que culturellement on apprenne à se déplacer pour s'exprimer. Et probablement qu'en termes de maturité, les choses vont... Ça va responsabiliser de plus en plus. Mais en même temps, leurs banques partent en sucette, donc... Bon, on termine avec quoi, les gars ? Il reste un. Hyper intéressant, les démissions, le niveau élevé des démissions. Très positif. Moi. Bon, d'accord. Allons-y, t'as gagné, ressources humaines. 472 617 démissions au T4 2022. C'est quand même 22% de plus qu'au T4 2019. Alors, c'est pas les proportions des États-Unis, mais il se passe quelque chose, nous dit je sais plus qui, je crois que c'est la... Bref, je ne sais plus quel organisme du ministère du Travail nous donne ces statistiques. C'est une très bonne nouvelle. Alors vas-y, pourquoi ? Parce que ça veut dire que tu as un marché du travail qui est sous tension, qui est sain, et que les salariés ont maintenant le pouvoir de pouvoir négocier un peu mieux leur salaire. S'ils ne sont pas contents, ils peuvent démissionner, ils peuvent retrouver un emploi. Moi, je trouve qu'il faut voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que si tu as des gens qui démissionnent, donc je suppose que ce n'est pas les ruptures conventionnelles. Non, c'est des démissions. C'est vraiment que tu n'as pas le chômage derrière. Tu ne vas pas cueillir des marguerites. Tout à fait. Donc ça veut dire que tu es allé pour un autre emploi, parce que tu as voulu quitter la restauration ou autre. Donc ça met une pression sur l'employeur pour améliorer les qualités de travail, les négociations de salaire. Et donc je trouve que c'est positif. Et ça veut dire qu'on a un marché du travail qui est sous tension. Et je trouve ça bien. Et effectivement, tu as vu le titre des Échos, c'est ça qui est important, ça touche tous les secteurs, plus seulement hôtellerie-restauration que tu connais très bien, le BTP, etc. Ça touche tous les secteurs. Je suis d'accord avec Cédric, c'est une excellente nouvelle. Ça va permettre aux entreprises justement qui donnent du sens,
qui s'intéressent à leurs salariés, à leurs employés, aux projets de l'entreprise, de capter les talents, aux talents qui en ont ras-le-bol des entreprises qui fonctionnent n'importe comment, justement de les lâcher. Et ça va faire une émulation, une compétition interne sur le marché du travail qui est salutaire et qui va permettre d'accélérer la transformation, non pas pour la transformation, mais pour se raccrocher à des projets que les gens comprennent et auxquels ils ont envie d'adhérer et de s'engager. Voilà, ça c'est extrêmement positif. Pour rajouter quelque chose, quelle est donc la conséquence qu'on en tire? C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de révolution et du fait que le politique doit s'adapter à un monde qui change de plus en plus vite. Est-ce qu'on en tire les conséquences en termes de discours? Non, on entend encore beaucoup de discours sur l'attractivité française, les subventions en fonction du nombre d'emplois créés. Mais c'est plus ça, forcément, aujourd'hui, le sujet. Aujourd'hui, quand je vois qu'on met des milliards en termes de subventions pour créer des usines de semi-conducteurs, tous les gens qui travaillent dans les usines de semi-conducteurs n'ont aucun problème d'emploi. Donc en plus, on a encore une logique politique qui est très axée sur l'emploi parce que ça a été notre grand sujet pendant 40 ans. Il y a encore des sujets sur des poches où il y a quand même des gens qui sont dans l'emploi, dans un chômage de longue durée. Mais ce n'est pas de celui-là dont on parle. Est-ce qu'on adapte ce discours? Non. J'ai l'impression vraiment que le monde politique a besoin d'accélérer dans sa réflexion stratégique et ça ne marchera qu'avec une certaine dose d'anticipation. Ça nous ramène au début de notre discussion, hein. Si Macron, si un jeune gars de 40 ans n'a pas été capable de le faire. L'âge n'est pas une question. C'est l'état d'esprit qui compte. Oui, mais tu pouvais penser qu'il l'avait. Mais je pense que la déception vient en partie de ça. C'est vraiment ce décrochage entre l'espoir suscité et également des premiers mois, qui ont été quand même assez enthousiasmants, et on l'a bien vu. Et il y a eu à un moment une cassure où on n'a plus eu du tout le courage dont parlait Luc tout à l'heure. Autre chose, cette grande démission, elle est... Une minute. Ouais, elle est assez liée aux nouvelles formes de travail. Les gens, ils démissionnent pour changer de secteur, trouver des employeurs qui les intéressent, mais aussi pour trouver des nouvelles modalités d'organisation de leur vie personnelle. Travailler 4 jours sur 5, travailler à mi-temps, travailler sur des projets, être multi-employeur. Et ça, c'est très intéressant aussi dans la dynamique de reprendre sa vie en main, d'être acteur et de choisir comment on veut s'organiser professionnellement et personnellement. C'est d'ailleurs, alors on n'a pas le temps de la montrer, mais la dernière planche que je voulais vous montrer de l'étude NOCOM, on en avait parlé ensemble. Absolument. Le plébiscite sur la semaine de 4 jours, voilà. C'est quelque chose de massif. Le taux d'adoption est peut-être encore plus rapide que pour la trottinette. et donc on aura largement l'occasion d'en reparler. Hein. Toi comme moi, les pour et les contre. Voilà. Il y a aussi beaucoup de contre. Ouais, mais c'est quelque chose d'important qui est en train de se passer dans les entreprises. Évidemment, à charge horaire constante. Hein. Il ne s'agit pas, et pour personne, de réduire le temps de travail. C'est bien faire 35 ou 36 heures d'ailleurs, hein, 7 x 4 en 4 jours. Non, pas ça. Des interviews demain. Tiens, on reparlera de l'hydrogène, de l'éolien, etc. puisque c'est le patron de Neoen qui vient nous voir demain. Donc ça va être très intéressant. Et puis Michael Valentin, celui qui, il y a 10 ans, a le premier écrit le terme teslisme. Et il en rajoute, c'est la méthode Elon maintenant, une révolution industrielle, il est absolument passionnant. Et puis on parlera du métaverse aussi. Il paraît qu'il est mort, mais pas sûr. Allez, c'est le programme demain, à demain.